Bonjour Pierre, je propose qu'on commence ce café littéraire. Ouais, Hein, bonjour Valérie. cette première séance du café littéraire. Alors en réalité, la première séance a eu lieu concrètement au pub Le Stag and Lore. Mais on fait un petit remake. Pour des raisons techniques, les enregistrements n'ont pas pu se faire in situ l'autre jour. Donc on te propose de refaire une partie de l'interview pour que vous puissiez en profiter. Donc l'idée du café littéraire, on va peut-être commencer par ça. Ouais, je pense que c'est bien de commencer par présenter ça. Ouais. Alors l'idée du café littéraire, c'est que Pierre et moi, deux auteurs talentés, avons eu l'idée, l'envie de lancer un petit café littéraire qui consiste à inviter des auteurs locaux, alors Talencé dans un premier temps, ou en tout cas sur la périphérie de Talence, pour donner une visibilité et la parole à des auteurs, soit qui ont une visibilité déjà par ailleurs, soit qui n'en ont pas du tout, euh, dans des styles littéraires très différents, et quelque chose de convivial en toute simplicité qui permette de rencontrer des lecteurs, que les lecteurs puissent poser les questions qu'ils veulent, qu'on puisse aussi discuter des pratiques de certains lecteurs en matière d'écriture, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent, qui écrivent aussi sans se dire auteurs, et pourtant quelque part ils en sont. Voilà, donc l'idée du café littéraire, c'était ça plus ou moins, on est d'accord? Ouais, complètement. Lier ensemble, faire se rencontrer et créer des liens entre auteurs locaux, entre auteurs et lecteurs, Exactement. entre les lecteurs entre eux aussi. Et puis, ouais, je crois que comme tu l'as dit, en fait, on est tous à la fois lecteurs et, si Quelque ce part. n'est auteur ou écrivain, en tout cas, on a des pratiques littéraires, quoi. Donc, si C'est on ça. peut parler de nos pratiques littéraires et à la fois de la création et puis de la façon dont on utilise cette création, Mm. ouais, je pense que c'est très intéressant. Ouais. Et effectivement, et d'ailleurs la première séance du café littéraire nous a montré que c'était intéressant, c'était Effectivement. génial. Ouais. Donc voilà, continuons comme ça. Donc effectivement, la question par laquelle on avait commencé cette première séance, c'était celle de la création, dans le sens Mm. comment on en est venu à créer, comment on est venu à l'écriture. Ouais, comment on s'est lancé en fait, quoi, Comment on hein, s'est c'est lancé, ça. plus ou Comment on moins. est, le thème c'était ça, ce qu'on avait posé, c'était qu'est-ce qui t'a pris de devenir écrivain. Alors, qu'est-ce qui Alors, t'a pris de devenir écrivain, Pierre? ouais, alors bon, bah déjà, je sais pas si je peux dire que je suis écrivain, enfin, Bah si. en tout cas, mais ben moi, j'ai toujours écrit. Alors, notamment de la poésie quand j'étais jeune, en fait, Ouais. c'était plutôt ce que j'écrivais, de la poésie, et voilà, des textes poétiques. Mais je me souviens que la toute première tentative d'écriture que j'ai faite, je devais avoir 8 ou 9 ans, j'avais voulu écrire, à l'époque je m'étais dit je vais écrire un roman. Mhm. Bon, et puis je m'étais arrêté au bout de 2 pages. Comme beaucoup. Mais voilà, j'ai toujours écrit et j'ai besoin d'écrire même pour penser. Et puis bah, mon parcours m'a amené à faire une thèse de sociologie. Mhm. Et donc là, bah, j'ai pu pratiquer en fait l'écriture de façon intensive euh, sous une forme académique en fait. Donc D'accord. j'écrivais ma thèse, j'écrivais des articles pour les publier Avec des dans contraintes une revue. particulières de forme de texte. Ouais, bah c'est alors là Ouais. vraiment on est sur une écriture très contrainte Ouais. puisqu'il faut répondre au canon académique. Ouais. D'une thèse, d'accord. On Mhm. écrit voilà enfin, il faut passer le test de la lecture de son Ouais. directeur. Il faut passer l'évaluation des comités de lecture pour être Oui. publié dans des revues. Mhm. Donc c'est une écriture dans laquelle ouais, on est tout le temps en train d'écrire et en même temps de s'astreindre à respecter les canons Les académiques, quoi, les formes, canons c'est de la ça. science. Mhm. Quoi. Donc c'était à la fois très contraignant, mais très intéressant parce que ça demandait ça demande en fait une précision, quoi, Oui, tu vois, c'est intéressant comme dans exercice. l'écriture. Donc c'est un Ouais. exercice intéressant. Mais alors par contre, quelque chose m'intrigue, c'est comment on passe de la rédaction d'une thèse à ça, par exemple, à ça, Ouais, ouais, bah hein, c'est intéressant parce qu'il y a un lien. ton premier roman. Ouais, Sous les reflets, je sais pas si on le voit. Oui, voilà, si on le ouais, voit. on le voit. Sous les reflets. Sous les reflets, Aux ouais, donc. éditions Le Buvard, pardon. J'ai oublié de le dire, c'est quand même important. Voilà. Ouais. Donc comment t'es passé de la rédaction d'une thèse à ce livre, qui est Eh quand bien, même tout à fait littéraire et absolument pas académique? non mais complètement, et c'est la thèse qui m'a un peu amené à plusieurs titres en fait à me lancer dans cette Mhm. aventure. Bah, premièrement en fait j'ai eu, enfin alors, je sais pas si je peux dire premièrement d'ailleurs, mais en tout cas l'histoire s'est formée Ouais. dans mon esprit. J'ai imaginé cette histoire-là, Ah, j'avais d'accord. j'avais envie d'écrire, je pense, un roman initiatique, une histoire initiatique. Mhm. Je Et te donc confirme que c'est le cas, hein. Je l'ai ouais, lu, c'est le cas. C'est une histoire initiatique. Ouais. ouais, complètement. Et
Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'écriture de la thèse, justement, donc moi je travaillais sur des phénomènes religieux Mhm. que je devais traiter donc, selon les canons de la science. Et puis il y a un moment où en fait où je me rendais compte que je pouvais pas être en fait, enfin la science me permettait pas d'être pleinement fidèle à ce Non, que j'avais vécu ou observé sur le terrain. d'accord. Donc moi je travaillais sur des expériences de conversion, et donc Mhm. sur des récits de conversion, D'accord. et j'allais dans des organisations religieuses pour observer ce qui s'y Mhm. passait. Et en écrivant, en fait, en faisant mon travail de sociologue, il y avait des choses très intéressantes qui venaient de cette démarche Mhm. sociologique, mais j'avais aussi l'impression de voilà, de pas réussir en fait à pouvoir vraiment transcrire ce que j'avais voilà, touché du doigt avec les gens avec lesquels D'accord. Parce j'avais que travaillé. si je comprends bien, les choses que tu as observées, toi, en tant que thésard et sociologue, ça partait d'observation et puis de témoignages. Là, voilà. Exactement, Et là, on n'est d'observation absolument et de pas dans le témoignage. témoignage, on est tout à fait dans le Et, roman, dans le narratif, probablement inspiré de tout ce que tu as vu dans tes études, évidemment, enfin, on le sent. Hein. Et- c'est ça, oui, enfin, mon bouquin n'est pas du tout un récit de Pas du tout, conversion, il parle pas du tout mais on sent que tu as de ce accumulé dont des, que j'ai tu as parlé. accumulé, que tu as engrangé des choses. C'est ça, C'est mais c'est sous-tendu. exactement ça. Il y a C'est des choses en sous-tendu. fait que j'ai vues et vécues donc, en préparant enfin, sur mes terrains de recherche. Mhm. Donc moi je vivais en Chine pour mes recherches et que j'avais, je crois, besoin d'exprimer en fait, et le canal pour Sous une autre forme, le ouais, canal d'accord. d'expression. Bah, c'est des choses que je pouvais pas exprimer en fait Ouais. dans une thèse. Euh, mais le canal d'expression qui s'est présenté à moi, c'était ça, c'était une forme plus romanesque, une fiction. Mhm. Euh, et l'enjeu pour moi aussi, c'était un peu de m'affranchir de la sociologie, justement. Oui. C'est-à-dire que c'est pas du tout un bouquin de sociologie, Mm. c'est Ah vraiment c'est non, un j'entends bien. récit. Quand je dis qu'on sent que tu as travaillé dans ce domaine, c'est parce que les personnages sont très creusés, mais c'est pas du tout un livre Oui, sociologique. On oui, est voilà, d'accord. On est d'accord. exactement. Ok. Et toi, alors, Ah, comment tu t'es lancé, toi? alors, Comment tu es euh, devenu écrivain? vaste question. Je vais essayer de faire très court parce que ça résume un parcours de nombreuses années. Mhm. Donc moi, le déclic, il a été très simple. Il est apparu quand je suis entrée en CP, Ouais. quand j'ai découvert la lecture et l'écriture. Et en fait, la langue écrite m'est apparue comme une espèce de code secret que tout d'un coup je pouvais déchiffrer puisqu'on me donnait le code. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant d'être non seulement en mesure de décoder ce que d'autres avaient écrit, mais moi aussi d'encoder des choses, d'écrire des choses. Ouais. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je serais écrivain. Alors, j'ai très rapidement écrit une petite histoire, mais une petite histoire de petite fille de CP, illustrée avec du papier d'écrire de couleur, du scotch. Enfin, j'avais fabriqué un petit objet livre, mais voilà. Et je n'ai pas reçu l'accueil que je comptais recevoir auprès de ma famille quand je leur ai présenté cette œuvre. Euh, pour moi, c'était un livre, et ma mère m'a répondu, mais non, c'est une histoire de petite fille, c'est pas un livre. Mhm. Et puis, écrivain, c'est pas un métier. Alors, je sais maintenant avec le recul ce qu'elle voulait dire, c'est que elle sous-tendait probablement le propos suivant, tu ne vivras pas de ce métier-là, Mhm. parce qu'il est réputé pas forcément très lucratif. Dans son esprit, je crois que c'était cet aspect économique. En réalité, évidemment que c'est un métier, la preuve, j'ai fini par l'exercer. Donc voilà, le premier déclic, c'était ça, le CP, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Et à partir de ce jour et de cette remarque de ma maman, je me suis mise à écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tous les jours, tu Tous les jours écrivais depuis que des tout histoires, quoi, de la voilà, quand j'étais fiction. petite, c'était des Ouais. histoires. Adolescente, j'ai écrit du théâtre, de la poésie, des choses très noires. Enfin, je me suis essayée à plein de styles sans que ça n'aboutisse vraiment jamais. Mhm. Et le deuxième grand déclic est arrivé quand je suis devenue professeure des écoles. Et au bout d'un certain nombre d'années d'enseignement, un jour j'étais devant mes élèves en train de leur présenter un roman justement. C'était L'œil du loup, tiens d'ailleurs, de Daniel Pénac. Et j'ai eu un déclic face à mes élèves, c'était des CM1, CM2, je ne sais plus exactement. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que tu écrives, Valérie, c'est de la littérature jeunesse. Parce que mon problème majeur était de ne pas trouver mon genre. J'écrivais D'accord. un peu de tout, je naviguais du théâtre, je l'ai dit tout à l'heure, à la poésie, enfin toutes sortes de choses, et néanmoins je ne me sentais pas à ma place. Et là je me suis dit, c'est de la littérature pour enfants qu'il faut que tu écrives. Puisque tu connais bien les enfants, tu les côtoies tous les jours, tu leur enseignes plein de choses, et voilà. Et à partir de ce moment-là, je me suis momentanément consacrée exclusivement à la littérature jeunesse. Alors maintenant, je m'intéresse un petit peu à autre chose, parce que j'écris aussi quelques nouvelles, mais voilà, c'est venu de là, le point de C'est départ. venu de là.
Et donc quand tu as eu ce déclic-là, est-ce que tu avais déjà, parce que tu as écrit donc toute ta vie, enfin ma question en fait c'est qu'est-ce que tu en as fait de toutes ces choses que tu as écrites Alors, jusqu'à ce point où tu as dit bah ouais. finalement il faut que j'écrive Alors, de la littérature jeunesse. tout le reste, tout ce qui était antérieur à cette décision est resté dans les limbes de mon ordinateur ou de mes cahiers, je ne sais plus trop. J'en ai franchement plus rien fait par la suite. Par contre, à partir du moment où j'ai décidé d'écrire de la littérature jeunesse, je me suis très très rapidement décidé à envoyer mes manuscrits, chose que je ne faisais pas auparavant. Tu avais des Et manuscrits mais tu les voilà, gardais pour exactement. toi. Et j'ai eu la très 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 grande chance, alors je crois que je l'ai amené là, oui, qu'en 2011, mon premier texte que j'ai soumis à un éditeur est sorti, a été accepté. Il est sorti sous la forme du livre qui s'appelait Petite boule rouge, qui aujourd'hui est épuisé aux éditions. Il était aux éditions Amatera. Et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Alors après, évidemment, c'est pas parce qu'on en a sorti un qu'on est officiellement écrivain et assuré d'avoir de nombreux livres par derrière. Mais moi, ça m'a donné cette confiance-là de me dire, voilà, tu peux le faire. Et depuis, ça ne m'a jamais lâché. D'accord. Mais parce que donc aujourd'hui, écrivain, Oui. c'est ton activité Oui, principale. C'est-à-dire que depuis, tu as choisi de bifurquer et de voilà, te consacrer complètement à l'écriture. c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la spécificité de l'écriture jeunesse? Parce que tu as Oui, eu ce déclic, tu t'es dit, ah ben moi en fait mon truc c'est l'écriture jeunesse, oui, je dois écrire enfin, de l'écriture jeunesse. Dans le processus ouais. créatif, dans la façon dont tu crées, ben voilà, Mm. déjà comment tu t'y prends et quelle est la Alors, il spécificité? y a deux aspects. Euh, il y a le premier aspect qui est l'aspect chez moi de l'inspiration, qui est Mhm. assez, j'allais dire inné, non, ça n'existe pas, mais elle me vient quand même très très facilement. Le tout départ le point de départ de mon histoire, en général, je ne sais pas d'où il vient. Ça me tombe comme ça, hop, j'ai une idée, je vais écrire une histoire de girafe qui apprend à conduire, je dis n'importe quoi. D'accord. Mais genre, je sais pas, tu flânes ou Mais même tu pas, es en train de faire j'ai du sport ou de régulièrement, la voilà, cuisine ou c'est à n'importe quel exactement. C'est moment quand je ou fais il autre faut que tu chose fasses que des j'ai. choses pour chercher Non, l'inspiration? non, c'est quand je fais autre chose que j'ai généralement un surgissement d'idées qui me vient. Mhm. Donc je les note, je les note, je les note, j'ai des listes entières d'idées, de potentielles histoires. Bon. Ça, c'est la première chose, c'est le surgissement de l'idée au départ, tout départ de l'inspiration. Mhm. Mais après, il y a la question du public auquel je m'adresse. Et ça, je bénéficie de mon expérience d'enseignante, Ouais. de l'enseignement auparavant, puisque j'ai l'habitude de m'adresser à des enfants de différentes tranches d'âge. Et évidemment qu'on ne s'adresse pas pareil à des enfants de 3 ans qu'à des enfants qui sont en CM2, qui ont une dizaine d'années. Et donc ça, après, ça dépend du thème sur lequel je suis partie. Si je reviens sur cet exemple anodin de girafe qui apprend à conduire, il y a de fortes chances que j'écrive un livre qui s'adresse à des maternelles dans ce thème-là. D'accord. Notamment parce que les animaux sont personnifiés, c'est souvent le cas dans les livres en maternelle. Les héros humains sont plutôt généralement réservés aux enfants un peu plus grands. Voilà, il y a cet aspect-là. En fonction du sujet de l'histoire, je vais plutôt cibler telle ou telle tranche d'âge. Alors, par exemple, je sais pas moi, 3, 5, 5, 7, 7, 9, quelque chose comme ça, 9, 12, enfin, c'est à peu près les grandes tranches d'âge en littérature jeunesse, sachant que moi, j'aborde quasiment pas l'adolescence. Et à partir de là, ben, mon texte va s'adapter au vocabulaire. La syntaxe va s'adapter. Je vais utiliser des phrases généralement plus courtes, moins détaillées chez des enfants petits. Et donc la technicité, elle est là aussi. C'est que pour écrire un texte très court et très épuré, c'est extrêmement difficile. Pour moi, c'est plus difficile d'écrire ça. Ça a été plus difficile d'écrire ça. Il n'y a que quelques phrases, quelques mots par page, que d'écrire par exemple l'un de mes derniers romans. Il y a bien davantage de textes. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Et où les choses me sont venues beaucoup plus facilement parce qu'il y avait une construction de phrases qui fait qu'une phrase en entraîne une autre, etc. etc. Voilà. Donc après, il y a ce garde-fou qui est la tranche d'âge des enfants pour lesquels on écrit. Ouais, et qui requiert donc une technicité Voilà. particulière, Oui, quoi, c'est pour, ça. Il faut avoir un peu en et tête ce qu'un enfant de tel ou tel âge est capable de comprendre comme mot, voilà, ouais, faut vraiment à quoi il est capable de s'adapter. s'intéresser aussi. Ah oui. Les centres d'intérêt. Parce qu'on n'intéresse pas de la même manière un enfant de 3 ans et un enfant de 10 ans. Donc, Ouais, voilà. bien sûr. Et donc là, tu nous dis que tu as des idées, et puis Oui. après, tu te dis, bon, bah, celle-là, elle va correspondre à telle ou telle tranche Mm. d'âge. Comment tu sélectionnes parmi toutes les idées Oui. et tous finalement les écrits potentiels que tu pourrais produire, celui que tu vas vraiment créer? Alors ça c'est une question d'instinct. Quand je reprends mes livres, je Ouais. me dis tiens là en ce moment j'ai envie d'écrire, je sais pas moi, un policier, un polar jeunesse. Là j'écris plutôt un texte sur la nature. Donc ça c'est vraiment mes Donc tu envies. fais vraiment confiance à tes Ouais, mes envies, envies à du ton moment. instinct, à ce que Oui, tu voilà. ressens que tu as envie de creuser. C'est ça. J'ai eu toute une période où j'avais envie d'écrire des choses historiques
Donc j'ai écrit par exemple ça, Jean de la Rousselle, qui se passe autour du grand théâtre de Bordeaux au XVIIIe siècle. Ouais. J'étais dans ma phase très historique, j'ai écrit un livre sur la guerre de 14-18. Voilà. Bon, enfin bref, je ne vais pas tous les montrer, mais c'est par phase. J'ai eu cette phase très historique. Parfois, là, en ce moment, j'ai plutôt envie d'écrire des polars jeunesse et peut-être des textes sur la nature. Voilà. Et tiens, un autre sujet qu'on avait Mhm. abordé la dernière fois, donc la plupart, voire tous tes livres en fait sont partiellement ou totalement illustrés. Oui, Tu as des plus ou ils moins le sont illustrés en tous. fonction des Oui, tranches oui, d'âge d'ailleurs. ils le sont tous, oui, Voilà. tout à fait. Donc moi je me posais la question, comment en fait fonctionne ce travail avec l'illustrateur ou l'illustratrice? Est-ce que Oui. tu... Alors, Voilà, comment ça marche? pour parler de ça, il faut revenir au principe de la chaîne du livre, en fait. Le tout début de la chaîne du livre, la phase création, donc il y a l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur au tout départ. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, moi je ne savais pas comment ça fonctionnait quand j'ai démarré et je l'ai appris sur le tas. Alors par exemple, toujours pour ce livre-là qui était mon premier, j'avais écrit l'histoire d'une petite boule qui ne savait pas rouler et qui avait plein de problèmes. Et je l'ai montré à une copine qui m'a dit mais il faut que tu dessines, c'est une histoire pour les petits et moi je ne dessine pas, ça ne m'intéresse pas, je ne voulais pas illustrer. Donc je me suis mis en quête d'une illustratrice, ou d'un illustrateur, hein, sur internet et j'ai rencontré Jacinthe Chevalier, qui est une illustratrice québécoise, qui m'a dit je vais vous proposer quelques croquis, vous me dites si ça vous plaît, puis on verra si on peut faire quelque chose ensemble. Ce qu'on a fait, donc elle m'a fait quelques croquis de 3 planches et on a proposé ce projet, le texte complet avec quelques illustrations, quelques suggestions d'illustrations, à une maison d'édition, en l'occurrence à Matera, et l'éditeur a dit oui. Ah, Vas-y, pardon. L'éditeur a dit oui. À l'ensemble du projet. Donc il y avait quelques croquis et toi Mais tu le avais texte, terminé le texte. ouais, le texte était complet. Donc le texte était Ouais. complet et tu as envoyé Et des quelques croquis. avec. L'éditeur Ok. a adoré, il a dit je prends l'ensemble, j'adore. L'éditeur a signé un contrat avec moi, l'auteur, et avec l'illustratrice. Forte de ça, ma seconde expérience d'écriture, je ne l'ai pas amené là. Il est épuisé maintenant, celui-ci, il n'existe plus. Hein. J'ai recommencé à écrire un autre texte, je l'ai proposé à une autre illustratrice, puisque ça ne correspondait pas à ce style d'illustration-là, donc j'ai proposé à quelqu'un d'autre qui m'a également fait des dessins, et on a soumis ce deuxième projet à un certain nombre d'éditeurs. Et en fait, cette fois-là, je me suis entendue répondre quelque chose auquel je ne m'attendais pas. On m'a répondu « J'adore l'histoire, mais je n'accroche pas à ce style graphique. Ouais. Si je vous édite, sachez que ça ne sera pas avec cet illustrateur. » D'accord. Et ça m'a beaucoup refroidi. Donc depuis, voilà la façon dont je fonctionne. Moi, j'envoie mes textes seuls. Dans le meilleur des cas, on me demande avec qui je veux travailler. C'est rarissime, mais ça peut exister. Le plus souvent, l'éditeur me propose une présélection d'illustrateurs en me disant voilà quel est l'univers graphique qui vous correspond le mieux, lequel vous préférez. On a pensé à un tel, allez consulter ces sites, ces œuvres et dites-nous avec lequel vous vous sentez le plus en affinité. Et parfois on ne me demande carrément rien, ça peut arriver aussi. Ouais. Voilà. Donc moi je fonctionne comme ça, il y en a d'autres parmi les auteurs, autrices qui se... Je vais trouver le mot. J'allais dire sans tête, c'est pas s'entêter, qui persistent à trouver absolument un illustrateur avant d'aller vers un éditeur. Moi, c'est pas ma démarche. Ouais. C'est pas ma démarche parce que beaucoup d'éditeurs répondent que c'est de leur ressort, et je suis assez d'accord, d'associer une plume d'écrivain avec une plume d'illustrateur. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'en fait, ils sélectionnent déjà le texte. Oui. Et c'est pas facile d'avoir un texte sélectionné. Non. C'est vrai que si en plus en fait tu rajoutes la donnée de devoir faire sélectionner un style graphique avec, ça peut compliquer les choses. Oui, c'est vrai que les maisons d'édition ont souvent une charte graphique qui fait que, certaines, pas toutes, ont une espèce d'harmonie dans les illustrations qu'elles proposent, même si les illustrateurs sont parfois différents. On retrouve quand même une harmonie dans les collections de la maison d'édition. Et donc ça, je veux bien l'entendre, ça me paraît tout à fait cohérent. C'est pas le cas de toutes les maisons, mais voilà. D'accord. Et donc tu as publié dans de nombreuses maisons d'édition maintenant. Est-ce qu'il y a des... Je sais pas si on le mettra, je sais pas si c'est une question politiquement correcte, mais est-ce qu'il y a des maisons d'édition avec qui tu as préféré travailler et pourquoi? Alors, je ne les citerai pas, mais les maisons d'édition que j'ai préférées en réalité sont celles qui m'ont le plus consulté. Alors non pas que je veuille avoir la maîtrise sur le projet, mais effectivement, il y a une ou deux maisons d'édition pour lesquelles j'ai découvert les illustrations le jour où j'ai reçu mes exemplaires d'auteur. J'ai eu un peu amer. Alors il se trouve que les illustrations me plaisaient, elles n'auraient pu ne pas me plaire et j'avais rien à dire en tout cas. Donc ça c'est compliqué à vivre pour un auteur parce que quand on écrit, on s'imagine, on se représente un univers.
alors qu'il n'est jamais exactement celui que l'illustrateur va dessiner, et tant mieux, parce que l'illustrateur apporte sa richesse lui aussi. Il n'est pas à la botte de l'éditeur, et pas à la botte de l'auteur, absolument pas. Mais voilà, moi j'ai quand même bien aimé les projets. Alors, par exemple, celui-ci, B, la brebis qui rencontra, aux éditions Milatea, qui est une maison d'édition bordelaise. J'ai été consultée à chaque planche d'illustration. On m'a demandé mon avis. Voilà. À chaque fois, on m'a demandé mon avis. Est-ce que ça me plaisait? Est-ce que c'était dans le sens de ce que j'avais imaginé, etc., etc. Et ça a été une véritable collaboration à 3, auteurs, illustrateurs, éditeurs. Et c'est l'éditeur qui orchestrait tout ça, bien entendu. Ça, j'ai trouvé ça très, très plaisant. Après, je ne dénigre pas mes autres éditeurs, hein, mais en tant qu'auteur, les situations les plus agréables sont pour moi celles-là. Celles où on est vraiment partie prenante jusqu'au bout du projet. Voilà. Ah oui, moi j'avais encore une question sur Dis-moi. Ton quotidien d'autrice, d'auteur, enfin, je ne sais pas si tu préfères qu'on dise auteur ou autrice d'ailleurs. C'est quoi le quotidien d'un auteur? Alors, juste 2 mots sur le mot auteur, autrice, etc. Donc moi, j'entre pas dans cette polémique de auteur, autrice, etc. Ce que je dis souvent, c'est que vous pouvez m'appeler comme vous voulez, auteur, EUR, EURE, autrice. Moi, ça m'est égal. Je réponds aux 3. Ce qui compte pour moi, c'est l'égalité dans la fonction. C'est d'être traité de la même manière que mes homologues masculins. De pouvoir décrocher les mêmes contrats que des collègues hommes. Voilà. Il n'y a pas de différence. Oui, tu as le sentiment que c'est le cas? Ou c'est un sujet qui se pose aussi dans le monde littéraire? En jeunesse, moi j'ai le sentiment que oui. Après, je ne serai pas à 100% affirmative, mais moi j'ai pas l'impression de souffrir d'une discrimination au motif que je suis une femme. Voilà, bon, je referme cette parenthèse-là. Pour revenir à la question qui était, j'ai déjà oublié. La question qui était, c'est quoi en fait un quotidien d'auteur? Voilà. Alors, c'est très variable d'une personne à l'autre. Moi, le mien. Ta vie au quotidien quand tu crées quoi? Alors, très variable d'un auteur à l'autre. Moi, il est très très organisé dans la mesure où le matin, aux alentours de 8h, 8h30, je suis devant mon ordinateur avec un café et je démarre ma journée. Et j'écris. Voilà. Donc, très souvent le matin, je suis vraiment dans la production. Je ne suis pas quelqu'un de l'après-midi, donc généralement en début d'après-midi, je suis plutôt en train de traiter des choses administratives ou d'autres choses autour de mes textes, peut-être éventuellement des relectures, des corrections, mais pas la phase d'écriture première en tout cas, ça c'est sûr que non. Voilà. Mais j'ai un quotidien assez régulier, justement parce que moi je me retrouve dans cette régularité. D'accord, et donc tous les matins tu écris. Tout à fait. Je crois beaucoup à la technique des petits pas où il vaut mieux écrire, je dis n'importe quoi, mais 1 page par jour, tous les jours, que de s'astreindre à écrire 4 chapitres en un seul jour et puis plus rien pendant 3 mois. Mais c'est mon fonctionnement. Je te propose peut-être qu'on parle de ton livre. Ouais, on peut passer à la présentation des bouquins, bien sûr. Alors, le roman dont on parlait tout à l'heure et que tu as écrit, qui est ton premier roman, c'est donc Sous les reflets. Je ne suis pas très habituée, voilà, aux éditions Le Buvard. Il a, ce livre, quelque chose qui m'a beaucoup touchée au départ, c'est sa forme. Parce que quand on l'a dans les mains, on voit que c'est un livre vraiment artisanal. Parce que c'est un éditeur qui prône les choses très très artisanales. Il est relié, cousu. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'est pas habitué. Alors après, dans l'impression, ça ne change rien, hein, mais c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir. Alors, ce livre, je l'ai lu, donc je précise quand même que Pierre, je ne te connaissais pas il y a quelques mois. On s'est découvert absolument par les hasards des réseaux sociaux, en s'apercevant, à l'occasion d'un jour où tu parlais de ton livre, que nous étions tous les deux auteurs dans la ville de Talence. Et on a souhaité se rencontrer pour confronter un peu nos univers, notre façon de créer, puis se connaître un peu littérairement parlant. Donc j'ai lu ce livre que tu m'as offert, et je dois avouer que je n'avais aucun a priori de départ, parce que je ne te connaissais pas, je ne savais, en dehors du fait que tu étais sociologue, je ne savais pas qui tu étais et ce que tu faisais. Donc j'y suis entrée en toute neutralité. Et je dois avouer que j'ai été assez soufflée. Parce que justement, dans ton livre, il y a beaucoup de souffle. Donc en 2 mots, sans tout déflorer, c'est l'histoire de Jehan, qui est un expatrié français. Tu dis Jehan ou tu dis Jean? Moi je dis Jehan. Jehan, pardon, autant pour moi. Non mais t'as vu, il n'y a pas d'accent. Mais vu qu'on le lit, c'est l'histoire de Jehan, qui est un expatrié français à Shanghai, et qui vit au tout départ une vie assez débridée, on va dire, hein, qui se refuse aucun plaisir, qui a une vie, qui vit à 100 à l'heure en fait, voilà, on peut dire ça, qui brûle un peu la vie par les 2 bouts, sans trop se poser de questions, jusqu'à ce que sa compagne lui en pose une, qui est la question de est-ce qu'on va se mettre, est-ce qu'on va habiter ensemble. Et là, manifestement, ça crée un vide abyssal à l'intérieur du personnage de Jehan, qui s'attendait peut-être à cette question, je ne sais pas, mais en tout cas qui n'est pas en capacité d'y répondre dans l'immédiat, et en tout cas pas dans le sens où sa compagne
s'y attend. Et à partir de ce moment-là, on va peu à peu voir le personnage de Jean évoluer, avec notamment un rêve qu'il fait à un moment donné et qui va le transporter vers, peu à peu, on va dire, sans tout dévoiler, une vie beaucoup plus centrée, non pas sur des petits plaisirs divers et variés d'une vie d'expatrié à Shanghai, mais sur une vie beaucoup plus centrée sur l'individu, sur la quête spirituelle, sur la recherche de soi. On va sentir un personnage qui va se centrer peu à peu sur quelque chose qu'il n'arrive pas à définir au départ, évidemment, puisqu'il le cherche. Hein. J'espère que je n'ai pas trop dévoyé tes propos, mais en gros c'est ça. Non, Si on ne oui. raconte pas, parce qu'il faut quand même laisser au lecteur la possibilité de se régaler, hein, au lecteur, mais en gros c'est ça. Oui, c'est ça, hein. C'est voilà, un petit événement de rien du tout, mais qui va Ouais, générer un questionnement et un changement de trajectoire, on c'est va ça. dire, chez l'individu. C'est bon, Ouais, moi, c'est cette question qui m'intéresse, hein, la question des bifurcations, exactement. des conversions. Mhm. Alors, c'est pas une conversion, mais en tout cas, des bifurcations, ça, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Ouais. Et puis oui, alors dans ce que tu as dit, j'aime bien entendre ça, que tu as dit, bah, on sent qu'il y a un souffle dans ce Oui, livre, parce qu'un des titres que moi j'avais proposé au départ, c'était Suivre le souffle, justement. c'est rigolo. Donc il y a Ouais. cette idée vraiment qui m'a animé quand j'ai écrit Mhm. le livre, de dire, voilà, je veux qu'on sente qu'il y a bah, que finalement ce personnage c'est ce qu'il fait, quoi. C'est-à-dire Ouais, qu'il apprend à suivre le c'est souffle ça. aussi, avec un cheminement un peu chaotique Oui, parfois, chaotique, enfin bref. Voilà, oui. Et donc, tu as parlé aussi du livre objet, donc c'est vrai que voilà, il faut, je pense, insister sur ça. C'est oui. publié par les éditions donc Le Buvard, qui effectivement sont dans une démarche, on va dire, alternative. C'est une Euh, maison relativement locale, je crois, c'est une maison girondine. c'est une maison qui est en fait franco-canadienne, mais D'accord. qui est basée à Rions. Ah, il me semblait bien que c'était en Gironde, oui, tout à fait. C'est donc à la fois effectivement, et ça c'est quelque chose qui m'a plu, un objet, la couverture aussi, hein, en fait l'illustration de la Oui. couverture est donc réalisée par Pauline Gonzalo, Mhm. qui est donc aussi artiste, Oui. artiste peintre. Euh, et voilà, donc je pense qu'elle fait partie en fait Mm. de ce Tout à fait, je ne l'ai pas cité parce que j'ignorais enfin, son nom, mais la effectivement, couverture oui. voilà, fait partie vraiment de l'œuvre, quoi. Alors bon, tu vois, il n'y a pas des Bien illustrations comme entendu. dans un Non, livre non, mais jeunesse, mais voilà, c'est un tout. oui. C'est à la fois, enfin, j'espère que c'est à la fois une expérience de lecture par le contenu, Mm. et puis c'est aussi un peu une expérience de lecture par l'objet Ah, mais complètement. Oui, qui est différent des livres qu'on a oui. l'habitude de tenir en main, quoi. Ça m'a vraiment interpellée. Moi, je vous Ouais. invite à le découvrir parce que c'est voilà, c'est un Mm. livre un peu à part, pour différentes raisons, effectivement. Ouais. Tout à fait. Je vais parler d'un de tes livres Oui, qui s'appelle donc Le Trio Enquête, le tome 1, Mystère chez l'Antiquaire, qui est donc paru chez la maison d'édition Il était un bouquin. Et tu exactement. nous diras quelque chose sur cette maison Bien d'édition sûr. aussi. Après, tu Mhm. nous apporteras Mhm. quelques précisions. Illustré donc par Axel Robin. Oui. Et c'est un livre donc pour les 9-12 ans. Mhm. Qui est un peu sur le modèle des enquêtes policières, C'est ça. type Le Club des 5. Exactement. Mon fils l'a lu et il a adoré. Et il attend impatiemment le tome 2. Il a dévoré, quoi. Il s'est régalé. Et je l'ai lu ensuite. Et bah ouais, je comprends qu'il se soit régalé en fait, parce que Merci. bah, l'histoire est bien menée. Et l'histoire est bien menée. Et effectivement, en fait, il y a une chose que je me suis, que je comprends en fait après t'avoir écouté parler, c'est sur la précision de l'écriture en fait. Oui. C'est sur le fait que effectivement, voilà, on voit que c'est un livre qui est, dont l'écriture est fine, maîtrisée, J'essaie, merci. et pour un enfant, bah, on voit que c'est vraiment effectivement fait pour que l'enfant puisse se lancer dans le livre et Mhm. suivre le livre sans aucune difficulté. Et ça, c'est voilà, c'est un truc qui est extra. Et il y a une chose aussi qui m'a interpellé en fait dans ce livre-là, c'est que c'est pas juste une enquête policière ou c'est pas juste une enquête. Où le but c'est pas juste de résoudre l'enquête, mais c'est qu'en fait au fil de la résolution du mystère Mhm. qui se pose donc à ce groupe d'enfants, et ben, il y a des sujets qui sont abordés, notamment alors celui qui me vient en tête là,
C'était la question du rapport à l'argent, Oui. qui finalement est traité dans l'histoire, et sans être ni moralisateur, ni super pédagogique, mais en fait, on voit que oui, bah, pour un enfant, ça lui permet de se frotter en fait à ces questions, ou d'entendre ou de lire un discours sur des sujets qui peuvent être des sujets de préoccupation pour un Mhm. enfant, mais qu'on n'imagine pas toujours être des sujets Oui. de préoccupation pour un enfant. Et en fait, bah, il trouve de la ressource pour lui aussi se frotter à ces sujets-là, Mhm. et pouvoir y réfléchir et pouvoir avoir C'est des ça. points d'ancrage pour sa propre, pour sa propre constitution de ses, je parlais comme sociologue, mais de ses représentations Oui, c'est ça. Ouais. du monde, quoi. Donc voilà, un livre très agréable, et on attend impatiemment bah, le tome 2 euh, de ce bouquin. Eh ben, figure-toi que j'ai reçu mon exemplaire auteur ce matin, donc il est là. Alors, je, vraiment en deux mots, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais donc le trio enquête, au départ, c'était tout simplement chez moi l'envie d'écrire. Une série un peu polar jeunesse dans l'esprit du Club des 5 qui a bercé mon enfance. Bon, donc vraiment, il n'y avait pas de notion de plagiat, mais c'était une série dans cet esprit, avec des enfants, un chien, il se trouve que j'ai remis un chien, voilà, qui se trouvaient confrontés à des situations dans lesquelles ils se sentaient légitimes à faire ce qu'eux appellent une enquête. Bon. Euh, et j'essaie de faire intervenir au minimum, et en tout cas en dernier recours, tout ce qui est police, autorité, adulte, enfin voilà. Donc jusqu'au bout, j'essaie de pousser les enfants dans l'enquête le plus loin possible à se débrouiller tout seuls. Et au bout d'un moment, effectivement, bon, je suis obligée d'avoir recours à l'adulte parce que ça paraît nécessaire. Mais voilà. Alors, la série s'appelle Le Trio Enquête. On a changé la police d'écriture, mais enfin, c'est le même nom de série. Et chaque tome a la particularité donc de s'atteler à un mystère que les enfants vont avoir à résoudre. Donc à chaque fois, les enfants se trouvent en vacances ensemble, dans un lieu différent, et une enquête différente à résoudre. Donc dans le tome 1, c'était Mystère chez l'antiquaire, il y a un vol de bijoux. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'ai oublié de C'est des bijoux qui sont volés, c'est pas le grave, contexte du bouquin. ce sont des bijoux qui sont volés. Et dans le tome 2, alors je suis désolée, il y a l'autocollant parce que c'est mon exemplaire. Mais bref, dans le tome 2, c'est l'histoire d'une enquête autour d'un vol de livres. Il y a des livres qui sont volés dans une librairie qui se trouve à Noirmoutier. Donc là, on se trouve en Auvergne, et là, on se trouve à Noirmoutier. Alors ce n'est pas essentiel à la compréhension de l'histoire, mais anecdotiquement, moi j'avais envie de situer les livres, d'ancrer à chaque fois dans un territoire. voilà. Territoire, Exactement. La deuxième chose que je voudrais dire sur ces livres, c'est un, la maison d'édition, et deux, la particularité qu'ils revêtent tous les deux. Donc la maison d'édition, qui au départ s'appelait Il était un e-book, s'appelle en fait Il était un e-book, il était un bouquin, puisque au départ, cette éditrice qui s'appelle Cécile Decauze ne faisait que du numérique. Et peu à peu, elle a développé sa collection. Chaque texte est à la fois en version numérique et en version papier. Donc maintenant, ça s'appelle Il était un bouquin. Mais c'est la même chose. Hein. Donc chacun de mes romans se trouve en version numérique et en version papier. La particularité de ce que propose mon éditrice, c'est une sensibilité particulière aux enfants dyslexiques, ou en tout cas aux enfants aussi qui ont une moindre appétence à la lecture, parce que la lecture n'est pas forcément facile pour eux, même s'ils ne sont pas forcément dyslexiques. Donc le texte est aménagé avec une police d'écriture particulière. On essaie de faire une présentation du texte qui est relativement fluide et agréable. Voilà, il y a un certain nombre d'aménagements qui ont été étudiés par des chercheurs, hein, c'est pas ni moi ni Cécile qui les avons inventés, mais en tout cas on essaie de s'en emparer pour les restituer dans ces livres-là. Troisième petite chose que je peux dire à ce sujet-là, c'est qu'à chaque fois on va retrouver les trois personnages, Lola, Hugo et Queneuil, dans... voilà. À chaque fois on retrouve les trois personnages, enfin les trois enfants et le chien dans les enquêtes. Donc le tome 2, celui-ci sort le 15 mars en librairie, donc c'est imminent. Et je suis en train de commencer à écrire le tome 3. Dernière chose, pour chacun de ces opus, de ces romans, j'ai créé, avec l'accord de mon éditrice et de l'illustratrice, un fichier de lecture pédagogique qui est exploitable en classe par les enseignants. Parce que souvent les maîtresses, elles aiment bien quand elles exploitent un roman avec leurs élèves, elles aiment bien avoir un support de questions, de vocabulaire, enfin des petites choses qui les aident à retravailler sur le texte avec les élèves, soit avec eux, soit les élèves en autonomie, parce que c'est possible aussi. Voilà. Je referme cette petite parenthèse. D'accord. Moi, juste, alors sur la police, parce que tu as mentionné cette police, je trouve que, parce que parfois on entend des choses, j'ai entendu des commentaires qui disent les polices
adapté pour les dyslexiques, ça rend la lecture pour les non-dyslexiques désagréable, Non. des choses comme ça, c'est pas du tout le cas. Non. C'est extrêmement c'est plus fluide, fluide, oui, extrêmement agréable à lire. Oui. Voilà, donc ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut... c'est vraiment un plus en fait. Quoi. Moi, ça enlève coutume rien, de c'est dire vraiment aux quelque gens chose que en c'est plus adapté qui aux ouvre lecteurs. complètement Voilà. la lecture en fait, à des publics qui autrement ils ont Exactement. difficilement accès, sans que ça crée une barrière. Exactement. Voilà, c'est vraiment c'est complètement inclusif en fait comme Ce démarche. qui est facilitateur pour les enfants dyslexiques, qui est facilitateur pour tous les enfants. Voilà, c'est exactement, c'est ça. Tu le dis bien mieux que moi. ça. Donc le tome 2 sort le 15, Le 15 mars. on attend impatiemment. Voilà, le 15 mars en librairie. Et également disponible dans toutes les librairies de France sur commande, mais il est également disponible sur le site des éditions Il était un e-book, il était un bouquin. Et ça dès à présent. Dès à présent, dès le 1er mars, donc dès aujourd'hui. Je crois qu'on peut parler aussi très brièvement, pour revenir sur la session du café littéraire qui a eu lieu au Stag & Lore. Ouais. On peut revenir sur le fait que il y a généralement dans notre café littéraire une troisième partie. Donc un thème, aujourd'hui on était un peu sur qu'est-ce qui t'a conduit à l'écriture, ensuite on a présenté un peu nos livres. On a commencé avec notre matériau à nous parce que nous sommes les auteurs qui avons lancé le truc et c'est venu comme ça. Mais dès la prochaine session, nous aurons un invité qui s'appelle Roland Goeller, qui écrit principalement des nouvelles, pas exclusivement parce qu'il a aussi écrit des romans, qui écrit principalement des nouvelles. Et la deuxième session aura lieu le 15 mars. Le 15 mars. Comme la sortie de mon livre. Au Décaféiné à Talence. La première Exactement. session avait eu lieu au Stag & Lore et on remercie le Stag & Lore pour leur accueil, c'était super. Prochaine session au Décaféiné, puisque un des enjeux aussi c'est ça, c'est que notre café littéraire soit itinérant et qu'on puisse d'une séance à l'autre aller découvrir d'autres lieux de convivialité sur la commune de Talence. Et juste sur le contenu, la deuxième session sera un peu sur le même modèle, c'est-à-dire qu'il y aura une petite interview de Roland Goeller sur le thème justement des différences entre l'écriture de nouvelles et l'écriture de romans, puisqu'il a pratiqué les deux. Sur la question aussi du régionalisme alsacien, parce qu'il a cette biculture qui lui est très chère. Et puis il présentera également ses ouvrages, et peut-être que je présenterai une de mes nouvelles. Voilà, pour rester sur le thème de la nouvelle. Et nous sommes déjà en train de travailler à la troisième session et à l'invitation d'un autre auteur local. On commence à avoir une petite liste là d'auteurs à inviter ou qui ont déjà été invités d'ailleurs. Donc effectivement. Voilà. On rappelle une dernière chose, c'est que tout le monde est bienvenu à ce café littéraire. Il n'y a pas de notion de sélection de quoi que ce soit, c'est quelque chose en toute convivialité où des auteurs lambda qui habitent à Talence ont décidé de lancer cette petite initiative pour amener les gens à se rencontrer autour du thème de la littérature, tout simplement. Voilà. Donc ça veut dire auteur, lecteur, ou même si on n'est ni auteur ni lecteur, exactement, et que les gens qui ont envie vous passez de par pousser là, la vous avez porte. envie d'écouter parler des gens sur leur pratique créative, voilà, vous êtes les bienvenus. Et oui, ça c'est un truc aussi qu'on a, enfin je sais pas si c'est la peine d'insister sur ça, mais de dire ce qui nous intéresse au fond c'est quand même ça, c'est d'explorer cette question du processus créatif, de la création. Comment on crée quoi ensemble. Parce que nous on a nos pratiques, mais d'autres gens en ont d'autres et voilà. Et on a toute une diversité, et c'est en s'en parlant qu'on nourrit nos démarches respectives. Exactement, c'est vrai. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Très bien, merci à toi Valérie, à bientôt. À bientôt, au revoir.